Suddenly I'm awake. Something is on me. A shadow or a shape. Something nasty. I'm pinned to my bed and I can't move a muscle. There are whispers, wicked whispers. I think I'm screaming, but I make no sound. There's a loud buzz, a whoosh, and I'm sucked out of myself, twisting, turning, then dragged. But through my ever so slightly open eyes, I see my body is still motionless. What I'm experiencing is literally a waking nightmare. It's a state during which I'm awake but unable to move or cry for help, no matter what demons my mind conjures. The state has a name: sleep paralysis. Le sommeil représente près du tiers de notre temps passé sur Terre. Vous comprendrez que son importance n'est donc pas négligeable, et ce non seulement par rapport à la quantité de sommeil, mais particulièrement aussi quant à la qualité de celui-ci. Toutefois, plusieurs troubles peuvent entraver ce dernier. Un de ceux-ci sera décrit dans le cadre de cette capsule, la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par une perte transitoire de tonus musculaire au moment de l'endormissement ou du réveil de l'individu. Ce dernier sera alors dans l'incapacité de réaliser tout mouvement volontaire malgré son état d'éveil cérébral. En d'autres mots, le sujet sera tout à fait éveillé dans son lit, mais n'aura aucunement la capacité de bouger ou même de crier. Un peu comme si son cerveau était réveillé, mais que son corps était toujours endormi. Ces épisodes de paralysie peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes et ont une prévalence d'environ 20% dans la population. Alors que certains ne seront victimes que d'une seule expérience de paralysie du sommeil, d'autres en expérimenteront plusieurs chaque année. Généralement, on constate que ce trouble est plus présent chez les adolescents que pour les autres catégories d'âge. Bien que l'ensemble du corps soit paralysé, les muscles respiratoires et cardiaques assument leurs fonctions vitales et les muscles oculaires sont stimulés de sorte à produire des mouvements rapides des yeux. Cependant, bien que la respiration ne soit pas affectée lors de ces épisodes, plusieurs sujets ont rapporté une sensation d'oppression et de suffocation au niveau de la poitrine, induisant des difficultés respiratoires, ce qui peut créer un inconfort chez l'individu et être très anxiogène. De plus, dans 60 à 69% des cas, la paralysie du sommeil est accompagnée d'hallucinations auditives comme des voix, visuelles comme le fait de voir une personne à côté du lit, tactiles comme une sensation d'être touché et kinesthésique. Généralement, ce phénomène est décrit comme la sensation d'une présence menaçante dans la chambre et d'une mort imminente. Toutefois, certains degrés d'hallucination sont plus intenses et l'entité imaginée peut se tenir à côté du lit, toucher la personne et même tenter d'étouffer le sujet. La victime peut alors ressentir une détresse considérable et une sensation de terreur. Les épisodes vont généralement se terminer au moment où une personne reprend le contrôle de certains membres de son corps, tombe du lit ou est réveillée par quelqu'un. La paralysie du sommeil fait partie de la grande famille des parasomnies, c'est-à-dire un ensemble hétérogène de troubles moteurs ou psychologiques indésirables survenant au cours du sommeil chez des sujets prédisposés. Ces troubles sont classés selon les stades du sommeil où ils se produisent. De ce fait, la paralysie du sommeil se classe dans les parasomnies liées au sommeil paradoxal, puisque c'est lors de cette phase que les épisodes ont lieu. Il existe deux types de paralysie du sommeil qui sont distingués selon le moment lors duquel ils occurrent. La paralysie hypnagogique se produit lors de l'endormissement de la personne et la paralysie hypnopompique qui se produit lors de l'éveil. Ce deuxième type est le plus courant. On observe régulièrement la paralysie du sommeil en comorbidité avec le syndrome de stress post-traumatique, la dépression, le trouble bipolaire, le trouble anxieux avec agoraphobie, le trouble de panique, l'anxiété généralisée et la phobie sociale, qui sont des conditions couramment traitées en ergothérapie. De plus, certains facteurs de risque peuvent déclencher la paralysie du sommeil, tels que l'utilisation d'anxiolytiques, le stress, l'irrégularité des horaires de sommeil, les éveils forcés, ainsi que les individus ayant une tolérance plus faible à la fragmentation du sommeil. Lors de nuits de sommeil, une personne expérimente plusieurs cycles de sommeil. Chacun de ces cycles contient 5 phases, dont la 5e est nommée le sommeil paradoxal. C'est lors de cette phase que le cerveau s'agite et qu'on expérimente les rêves. Lors du sommeil paradoxal, il se produit une paralysie motrice qui est normale. Cette dernière nous permet de rester couchés et de ne pas s'agiter physiquement lors de nos rêves afin de ne pas se blesser. Cette paralysie est induite par des neurotransmetteurs inhibiteurs qui se retrouvent dans la formation réticulée et dans le bulbe rachidien. On nomme ces neurotransmetteurs inhibiteurs GABA et glycine. Les motoneurones contiennent les récepteurs GABA-B, GABA-A et glycine, sur lesquels vont se lier les neurotransmetteurs GABA et glycine. L'action d'hyperpolarisation de ces deux neurotransmetteurs inhibiteurs sur les motoneurones vont induire une paralysie motrice.
En effet, puisqu'ils sont inhibiteurs, si leur activité augmente au niveau des motoneurones, alors ceux-ci seront moins actifs, ce qui explique la paralysie motrice durant le sommeil paradoxal. Il est important de savoir que l'action seule d'un de ces deux neurotransmetteurs ne provoquera pas la paralysie. Le processus d'éveil est le suivant. L'hypothalamus contient les neurones orexines, c'est-à-dire les neurones responsables de l'éveil, qui projettent vers le cortex somatosensoriel, le cortex visuel et le cortex moteur, où leur effet excitateur provoque le réveil. Ces neurones s'activent lorsque nous sommes réveillés et se désactivent lorsque nous dormons. Lors de ce trouble, il se produit une activité anormalement précoce des neurones orexines lors du sommeil paradoxal. Cette augmentation d'orexine engendre le réveil du cerveau alors que le corps est encore endormi. En effet, puisque la personne est encore dans le stade de sommeil paradoxal durant lequel il se produit une paralysie motrice normale, le corps de la personne reste temporairement paralysé, et ce, même si le processus de réveil est activé. Ce phénomène se produit lors d'un changement de phase dans le cycle de sommeil, soit au début ou à la fin du sommeil paradoxal. La personne se trouve donc entre le sommeil paradoxal et le réveil. En fait, la paralysie du sommeil est causée par une désynchronisation entre les voies efférentes, qui s'occupent de l'exécution motrice, et les voies afférentes, qui sont en charge de la réception des informations sensorielles provenant du corps. Cette désynchronisation provoque ainsi ce qu'on appelle une désafférentation massive. Celle-ci se manifeste par la perte de toute information sensorielle du corps. Cette désafférentation explique la présence d'hallucinations lors d'un épisode de paralysie du sommeil. Afin de pallier à cette perte sensorielle, le cerveau procède lui-même à une réorganisation de la représentation corticale du corps. En d'autres mots, les régions du cerveau responsables de l'intégration sensorielle seront victimes de distorsions et achemineront au cerveau des informations sensorielles inexistantes. C'est ce qui explique les hallucinations, telles que l'impression d'un intrus dans la chambre, que peuvent expérimenter les personnes atteintes de paralysie du sommeil. Bref, la paralysie du sommeil est un stade de dissociation unique dans lequel on retrouve des caractéristiques du sommeil paradoxal et de l'éveil au même moment. Selon l'article scientifique de l'International Journal of Applied Basic Medical Research, il n'y a pas d'effet à long terme sur les patients qui souffrent de paralysie du sommeil. Cette forme de paralysie est vue dans plusieurs cultures et chacun a leur façon de remédier à cela. Par contre, ce n'est pas prouvé que ces remèdes fonctionnent. Plusieurs croyances sont apportées par les différentes cultures. Par exemple, comme mentionné dans l'article, la culture chinoise prétend qu'il faut aller voir un spiritualiste, tandis que les Italiens croient qu'il faut dormir à plat ventre, avec du sable dans le lit, et un balai près de la porte de la chambre. De plus, la plupart des cultures croient que ce trouble aurait un lien avec les fantômes. Alors, ceux-ci font des rituels tout dépendant de leur religion. D'un côté plus médical, il faut d'abord regarder les conditions dans lesquelles la personne dort. La personne doit d'abord identifier ses symptômes. Elle sera ensuite éduquée sur le fait que la paralysie du sommeil n'a aucun effet néfaste sur elle. Par contre, si celle-ci est reliée à une maladie mentale, il faut traiter la maladie à la base de la paralysie du sommeil. Il est aussi aidant d'avoir une hygiène du sommeil adéquate et l'utilisation de techniques de relaxation peuvent aider. Selon un essai clinique, si la personne vit fréquemment des épisodes de paralysie du sommeil associés à de la peur, des médicaments peuvent être utilisés. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine vont être donnés aux patients, puisque l'éveil et le sommeil sont modulés par la sérotonine telle que discutée préalablement. D'autres recherches qui ont publié dans le manuel Les troubles de sommeil montrent qu'à cause de l'absence de conséquences et la rareté des épisodes chez un même individu, il n'est généralement pas nécessaire de traiter la paralysie du sommeil. On rapporte cependant 3 cas qui ont été bien contrôlés avec le L-tryptophane. Une recherche montre aussi que nous pouvons intervenir directement lorsque nous avons un épisode de paralysie du sommeil. Nous devons utiliser un type spécifique de méditation, soit la méditation concentrée sur l'attention, combinée avec de la relaxation musculaire. Cette thérapie se concentre sur la distance émotionnelle de la personne. Cette technique permet de passer à travers l'épisode de paralysie du sommeil et non de la faire partir. Une des approches qui a été le mieux reçue afin de venir en aide aux personnes présentant ce trouble est celle de Georges Conessa-Sevilla. Ce neuropsychologue, expérimentant lui-même des épisodes de paralysie du sommeil, propose de transformer l'expérience en arrivant à passer de l'état de rêve dans le réveil conscient à l'état de réveil conscient dans le rêve, c'est-à-dire à rêver de manière ludique et contrôlable. Les personnes arrivent donc à contrôler leur état de conscience pour manipuler leurs rêves. Les techniques de méditation, telles que vues précédemment, de contrôle des respirations,
de relaxation pour mieux gérer la peur et de visualisation de certaines parties de son corps peuvent être utilisés. En ergothérapie, il est possible de faire le lien entre cette approche et les schèmes de référence cognitivo-comportementale en raison du fait qu'on s'attarde à l'aspect de prise de conscience de ses propres distorsions cognitives dans le but de pouvoir les modifier pour finalement avoir des comportements plus adaptés, comme éliminer les hallucinations. Une des hypothèses possibles est que les récepteurs de sérotonine 2A auraient un rôle crucial dans la production de ces hallucinations. Lors de la paralysie du sommeil, il se produit une hyperactivation de sérotonine dans le cerveau de la personne paralysée. La sérotonine pourrait être impliquée dans l'apparition des hallucinations à travers l'activité des récepteurs 5-HT2A, qui sont les récepteurs de sérotonine, mais cela ne reste qu'une hypothèse. Il serait intéressant d'approfondir les recherches à ce sujet afin de voir si d'un côté médical et pharmacologique, il serait possible de contrôler, voire même de mettre fin à ces hallucinations, celles-ci pouvant être une source de grande anxiété pour certaines personnes atteintes de ce trouble neurologique. À suivre dans une prochaine capsule.